50 000 euros. C'était la raison pour laquelle j'ai accepté un mariage arrangé avec un homme français. Pour moi, qui avais tout perdu dans la guerre et me retrouvais seule en France, cet argent était une question de survie. Cet homme, m'avait-on dit, était handicapé des jambes suite à un accident de voiture et se déplaçait en fauteuil roulant. Pourtant, après avoir signé l'acte de mariage, j'ai vu cet homme, censé être incapable de marcher, se tenir droit et avancer. Que s'était-il réellement passé ? Juste un instant, votre abonnement et vos j'aime sont toujours d'une grande aide. D'où écoutez-vous cette histoire en ce moment ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'appelle Lina, je suis ukrainienne et j'ai 26 ans. Je survis au jour le jour dans un minuscule studio parisien avec pour seule compagnie mon ordinateur portable. La vue des toits de Paris par ma fenêtre m'est encore étrangère et parfois, leur beauté me semble trop éclatante, presque aveuglante. Dès l'âge de 3 ans, mon grand-père m'a enseigné le français. Il avait travaillé comme ingénieur sur un projet commun avec la France à l'époque de l'Union soviétique. Il aimait regarder des films français en riant et adorait m'apprendre cette langue. À l'époque, je ne pouvais pas savoir que ces mots me sauveraient un jour la vie. À l'Université nationale de linguistique de Kiev, j'ai choisi de me spécialiser en français. Russe, anglais, français. Il n'était pas rare que je passe des nuits blanches à étudier ces 3 langues simultanément. Au moment de mon diplôme, j'avais atteint le plus haut niveau de certification en français et commencé à accepter des missions de traduction en ligne pour des entreprises françaises. Et puis, en février 2022, tout s'est effondré. Je n'oublierai jamais le jour où la guerre a commencé. Le son des explosions à l'aube, le cri de ma mère, l'instant où mon père nous a entraînés, mon petit frère Danilo et moi, dans la salle de bain. Ce jour-là, notre quotidien paisible a volé en éclats. 1 mois plus tard, mes parents ne sont pas revenus. On m'a dit qu'ils avaient été retrouvés dans les décombres d'un immeuble frappé par un obus. À cette nouvelle, je n'ai rien ressenti. Un choc trop violent peut vous priver de toute émotion. Danilo, qui n'avait que 16 ans, n'arrêtait pas de pleurer dans mes bras. Tout ce que je pouvais faire, c'était le serrer contre moi. Je suis arrivée en France en juin de la même année, bénéficiant d'une protection temporaire de 6 mois. J'ai dû laisser Danilo chez de lointains parents en Pologne. Il n'avait pas pu venir avec moi. Le jour de notre séparation, Danilo m'a serré la main et a demandé « On se reverra quand ?» Je n'ai pas pu lui répondre. La vie à Paris s'est avérée bien plus dure que je ne l'imaginais. Parler la langue était une chose, trouver un travail en était une autre. Mon statut de réfugié rendait impossible l'obtention d'un emploi stable. La seule chose que je pouvais faire était la traduction en ligne. Je me suis inscrite sur une plateforme pour freelance et j'ai accepté des missions 1 500 € par mois. C'était tout ce que je pouvais gagner. Après avoir payé les 800 € de loyer, il ne me restait que 700 €. Avec ça, je devais payer ma nourriture, mes transports et envoyer de temps en temps de l'argent à Danilo. Les sandwichs du supermarché constituaient l'essentiel de mes repas. Chaque soir, je parlais à Danilo en appel vidéo. De l'autre côté de l'écran, le visage de mon frère s'amincissait de jour en jour et la lumière dans ses yeux s'éteignait. Chaque fois qu'il entendait le son d'un bombardement, il hurlait et moi, impuissante, je ne pouvais rien faire. Je me contentais de répéter des mensonges. Tout va bien, je viendrai te chercher bientôt. Pour faire venir Danilo en France, il me fallait au moins 15 000 €, les frais pour l'intermédiaire, le voyage et l'argent pour commencer une nouvelle vie ici. Avec mes revenus actuels, il m'aurait fallu 10 ans pour économiser une telle somme. Le plus gros problème était mon titre de séjour. Il ne me restait plus que 2 mois. Ma demande de prolongation a été rejetée. Je ne pouvais pas retourner la Basse, dans ce lieu où mes parents étaient morts, dans ce pays toujours en guerre, mais je n'avais aucun moyen de rester ici. Chaque nuit, je cherchais une solution devant mon ordinateur. Association d'aide aux réfugiés, consultation juridique, méthode pour prolonger un titre de séjour. J'ai tapé tous les mots possibles dans la barre de recherche, mais la conclusion était toujours la même, le mariage. Épouser un citoyen français me permettrait d'obtenir un titre de séjour. C'est à ce moment-là que j'ai vu une publicité pour une agence matrimoniale internationale. Dans un élan de désespoir, j'ai cliqué, mais la consultation seule coûtait 200 €. Une somme que je ne pouvais absolument pas me permettre. Au moment de fermer la fenêtre, une autre publicité a attiré mon attention. Mariage de convenance, une union légale basée sur des intérêts mutuels. J'ai enregistré le numéro de téléphone, mais je n'ai pas eu le courage d'appeler. Un jour, une nouvelle offre a été publiée sur la plateforme de freelance, traduction du russe et interprétariat pour une visioconférence. Documents commerciaux urgents, la rémunération 2 500 €.
De quoi payer mon loyer et mes frais de subsistance pour un mois d'un seul coup. J'ai vérifié le profil du client, Julien, note 4-8, un client qui semblait fiable. J'ai rédigé une proposition mettant en avant mon parcours académique, mon expérience en traduction et ma maîtrise du français. Ma main tremblait en appuyant sur le bouton « Envoyer ». S'il vous plaît, choisissez-moi. Moins de 30 minutes plus tard, une notification. Un message m'annonçant que j'avais été sélectionnée et une demande de visioconférence. Demain, 15 h, une première rencontre pour organiser le travail. Le lendemain, à 14h50, j'étais assise devant mon ordinateur, la caméra allumée. J'avais soigneusement attaché mes cheveux et mis une chemise propre. À 15 h précises, l'appel vidéo a retenti. J'ai cliqué sur « Accepter » et le visage d'un homme est apparu à l'écran. Cheveux courts, regard perçant et une expression fatiguée. Il semblait avoir la quarantaine. Mais ce n'est pas son visage qui a captivé mon attention. C'était le fauteuil roulant que j'apercevais derrière lui. L'angle de la caméra ne permettait pas de le voir en entier, mais on distinguait clairement un fauteuil roulant en arrière-plan. Sa voix était plus froide et plus grave que je ne l'imaginais. Il a hoché la tête et a montré un document à l'écran. C'était un contrat avec une société d'investissement russe rempli de termes juridiques complexes. J'ai parcouru le document rapidement, c'était difficile mais pas impossible. Nous nous sommes mis d'accord pour que je termine la traduction en 2 jours. C'est ainsi que s'est terminée notre première entrevue. C'était bref, concis, mais quelque chose me laissait une étrange impression. Son regard était si froid, comme s'il ne faisait confiance à rien ni personne en ce monde. Mais quel rapport avec mon travail? Je devais simplement faire une traduction parfaite. J'ai passé 2 jours et 2 nuits à travailler sur la traduction. Le contrat en russe était plus complexe que prévu et j'ai dû consulter le dictionnaire à de nombreuses reprises pour traduire avec précision les termes juridiques. La veille de la date limite, j'ai terminé la traduction et l'ai envoyée. À 20 h, j'ai reçu une notification. Parfait, disait l'évaluation, accompagnée d'un virement de 1 000 € en guise d'acompte. Je n'arrivais pas à y croire. Mes mains tremblaient, des larmes coulaient sur mes joues. Le mercredi à 10 h, la visioconférence a commencé. Julien et 3 représentants de la société d'investissement russe étaient connectés. En tant qu'interprète, je traduisais la conversation entre les 2 parties. La réunion a duré 2 heures. Montant de l'investissement, répartition des parts, conditions du contrat, je n'ai rien manqué, traduisant chaque mot avec précision. À la fin de la réunion, Julien a esquissé un léger sourire pour la première fois. Il a dit qu'il enverrait le reste de la somme immédiatement et qu'il ferait de nouveau appel à moi s'il avait besoin d'un interprète. J'ai reçu les 2 500 €, ce qui me permettait de tenir un mois de plus, mais je savais aussi que c'était qu'une solution temporaire. Il me fallait une solution durable. Ce soir-là, j'ai ressorti le numéro que j'avais enregistré, l'annonce pour le mariage de convenance, mon doigt hésitait au-dessus de l'écran. Ai-je vraiment le droit de faire ça? Au moment où j'allais appeler, un message de Julien est arrivé. « Si vous avez le temps demain, pourrions-nous nous rencontrer en personne? J'ai quelque chose à vous dire. » Mon cœur s'est emballé. De quoi voulait-il parler? Toutes sortes d'idées se bousculaient dans ma tête. « C'est d'accord, » ai-je répondu. « Je vous attends demain à 15 h dans un café près de Saint-Germain-des-Prés. » A-t-il répondu. Cette nuit-là non plus, je n'ai pas pu dormir. De quoi allions-nous parler demain? Le jour s'est levé, mêlant anxiété et espoir. Et le lendemain est arrivé. Le jour qui allait changer ma vie du tout au tout. Le lendemain après-midi, je me tenais devant ma penderie. Je ne possédais que 2 jeans et quelques chemises. Pourtant, ce jour-là, j'ai longuement hésité sur ma tenue. J'ai finalement opté pour ma plus belle chemise blanche et un jean noir. En me regardant dans le miroir, mon visage m'a paru blême. Mes joues s'étaient creusées car je n'avais pas mangé correctement ces derniers temps. J'ai pris le métro en direction de Saint-Germain. Le paysage parisien qui défilait par la fenêtre m'était toujours aussi peu familier. Les hauts immeubles haussmanniens, les gens pressés, les enseignes lumineuses. Je suis arrivée à 14h40, 20 minutes avant l'heure du rendez-vous. J'ai cherché le café, c'était un établissement à l'ambiance chic et feutrée. J'ai hésité un instant à l'entrée. Dans ce genre d'endroit, un café devait coûter au moins 8 €. Pour moi, c'était une fortune. Le café était presque vide. En ce milieu d'après-midi, en semaine, les clients étaient rares. Je me suis assise à une table dans un coin et j'ai attendu Julien. À 15 h précises, la porte du café s'est ouverte. Un homme en fauteuil roulant est entré. C'était Julien. Il paraissait encore plus épuisé qu'à l'écran. La fatigue marquait son visage et de profonds cernes assombrissaient ses yeux. Il portait une chemise noire et une veste grise. Ses vêtements étaient de bonne qualité, mais une aura sombre et pesante l'enveloppait.
Il a fait rouler son fauteuil jusqu'à ma table. De près, il semblait plus jeune que je ne le pensais. La quarantaine, à peine. Mais son regard, lui, paraissait bien plus vieux. C'était le regard d'un homme épuisé par le monde. Il a hoché la tête, a appelé le serveur et a commandé 2 cafés. Un pour lui et un pour moi. Une fois les cafés servis, un silence gênant s'est installé entre nous. Julien a bu une gorgée avant de prendre la parole avec précaution. Sa question était abrupte. J'ai répondu honnêtement que mon titre de séjour expirait dans 2 mois. Son expression a légèrement changé. Il avait le regard de quelqu'un qui calcule, puis il a dit « Voulez-vous m'épouser ?» Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Comment ça, m'épouser? Proposer le mariage à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. J'ai pensé que c'était une plaisanterie, mais son expression était des plus sérieuses. Il a sorti un document de sa mallette, un épais contrat. Julien a commencé à m'expliquer sa situation. Il dirigeait une entreprise, mais son cofondateur essayait de lui voler ses parts. Il se servait de son handicap comme prétexte pour prétendre qu'il n'avait plus les capacités de diriger. Pour se défendre légalement, il avait besoin de temps et publiquement d'une image de stabilité. Le simple fait d'avoir une épouse serait d'une grande aide. Bien sûr, ce ne serait pas un vrai mariage, a-t-il précisé. Un mariage de convenance. Il suffisait que je sois son épouse légale pendant 2 ans. Nous serions mariés sur le papier, mais nous mènerions des vies séparées, sans interférence mutuelle. Puis il a ouvert le contrat. Le montant inscrit sur la première page m'a coupé le souffle. Prime de contrat, 50 000 €. Frais de subsistance mensuels, 2 500 €. Et il s'engageait à prendre en charge tous les frais et le soutien nécessaire pour faire venir mon frère en France et assurer sa subsistance. 50 000 €. Avec cet argent, je pourrais faire venir Danilo. Je pourrais l'envoyer dans une école, dans un endroit sûr. Et avec 2 500 € par mois, je pourrais vivre sans aucun souci. C'était une offre trop belle pour être vraie. Pourquoi m'avoir choisi ? Ai-je demandé. Il a répondu que je maîtrisais parfaitement le français et que je pourrais l'aider dans son travail. Et surtout parce que j'avais moi-même besoin de lui. C'était un accord mutuellement bénéfique. Un accord. Ce mot m'a transpercé le cœur. Un mot froid, impersonnel. Mais c'était la réalité. Il y avait une autre condition, aucune implication émotionnelle. C'était purement une affaire commerciale. Nous nous respecterions mutuellement, mais sans jamais franchir une certaine ligne. D'accord, ai-je répondu. C'est plus simple pour moi aussi. C'était un mensonge. En réalité, je me sentais seule. La chaleur humaine me manquait. Mais je n'avais pas le luxe de m'attarder sur de tels sentiments. Il m'a demandé si j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais j'ai répondu immédiatement « J'accepte ». J'étais moi-même surprise des mots qui sortaient de ma bouche. Mais je n'avais aucun regret. C'était le seul moyen de sauver Danilo. Pour la première fois, une expression de soulagement est apparue sur le visage de Julien. J'ai lu le contrat dans les moindres détails. Les conditions étaient spécifiées en long et en large. Vivre en tant qu'épouse légale pendant 2 ans. Se comporter comme un couple en public. Respecter la vie privée de l'autre. Mettre fin au contrat à l'amiable à son terme. Tout était clair. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait. J'ai écrit mon nom, Lina Petrenko. Julien a signé à côté. Le contrat était ainsi conclu. Demain, nous irions à la mairie pour déposer la demande de mariage. L'après-midi, je devais emménager chez lui. La prime de contrat serait virée aujourd'hui. Les démarches pour faire venir mon frère pourraient commencer d'ici 1 semaine. Ces mots étaient froids, mais c'était la vérité. C'était pas de la pitié, c'était un accord. En sortant du café, mes jambes se sont dérobées sous moi. Je n'arrivais pas à réaliser ce que je venais de faire. En marchant dans la rue, tout me semblait irréel. Je venais de décider d'épouser un parfait inconnu, de vivre comme sa femme pendant 2 ans. De retour dans mon studio, je me suis effondrée sur mon lit. En regardant le plafond, je me suis demandé « ai-je vraiment bien fait ?» Mais je n'avais pas d'autre choix. C'était la seule voie possible. Mon téléphone a sonné. Une notification de message. Un virement de 50 000 € avait été effectué. Des larmes ont coulé. Étaient-ce des larmes de joie ou de tristesse ? Je ne savais pas. J'ai appelé Danilo en vidéo. Après quelques sonneries, le visage de mon frère est apparu à l'écran. Il était toujours aussi maigre et fatigué, mais en me voyant, il a esquissé un large sourire. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. « Tu vas bientôt pouvoir venir en France, d'ici 1 semaine. » Les yeux de Danilo se sont remplis de larmes. Je n'ai pas pu retenir les miennes non plus. Après avoir raccroché, j'ai continué à pleurer pendant un long moment. Un mélange complexe de joie et d'anxiété. La joie de pouvoir sauver Danilo. Mais l'anxiété de devoir vivre avec un inconnu pendant 2 ans en échange,
Ces deux émotions menaçaient de m'écraser. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Julien devant la mairie. Il portait un costume et même en fauteuil roulant, il dégageait une certaine prestance. Nous sommes entrés dans le bâtiment en silence. La procédure de mariage a été plus simple que je ne le pensais. Remplir quelques formulaires, signer et les déposer. L'officier d'état civil nous a dit « Félicitations, mais je n'ai rien ressenti ». En sortant, la lumière du soleil m'a ébloui. Julien m'a tendu une enveloppe contenant les documents, le certificat de mariage. Il m'a dit de le conserver précieusement. Il m'a dit qu'une voiture viendrait me chercher l'après-midi pour le déménagement. Il m'a demandé si j'avais beaucoup d'affaires. « Juste 2 valises », ai-je répondu. Son expression a légèrement changé. De retour à mon studio, j'ai fait mes bagages. Des vêtements, mon ordinateur, quelques livres. C'était tout. J'avais vécu près d'1 an en France, mais il ne me restait presque rien. Tout tenait dans 2 valises. À 15h, le téléphone a sonné. Le chauffeur attendait dehors. La voiture s'est dirigée vers le centre-ville, puis est entrée dans une banlieue chic, avant de s'arrêter dans un quartier résidentiel calme. C'était une grande maison de ville à 2 étages, derrière un grand portail, bien plus grande que je ne l'imaginais. La porte d'entrée s'est ouverte et Julien est apparu. L'intérieur était propre et spacieux. Un salon, une cuisine et un escalier menant à l'étage. C'était au moins 10 fois plus grand que mon studio. Le rez-de-chaussée était son espace, le premier étage serait le mien. Un petit ascenseur avait été installé sur le côté. En montant à l'étage, j'ai trouvé une chambre au fond du couloir. En ouvrant la porte, j'ai découvert une belle chambre. Un lit king size, un bureau, une armoire. Tout était d'une propreté impeccable, comme neuf. Le dîner était prévu à 19h, ensemble. C'est à ce moment-là que nous parlerions du programme à venir. Il est descendu, me laissant seule dans la chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. C'était ici que j'allais vivre pendant les 2 prochaines années. Une maison inconnue, un homme inconnu, une vie inconnue. À 19h, je suis descendue. Le repas était servi dans la salle à manger, à côté du salon. Julien était déjà assis. Une aide ménagère l'avait préparé, m'a-t-il dit. Je me suis assise. Le repas semblait délicieux, mais la nervosité m'empêchait d'avaler quoi que ce soit. Seul un silence gênant régnait entre nous. Il m'a dit qu'à partir de demain, il voulait que je l'aide avec son travail, traduire le contrat avec les investisseurs russes et assurer l'interprétariat lors des visioconférences. La semaine prochaine, il y aurait une réunion d'affaires et il voulait que je l'accompagne. Il fallait montrer publiquement que nous étions un couple. C'est dans les termes du contrat, donc c'est d'accord, ai-je répondu. Après le repas, nous sommes retournés chacun dans notre chambre. Allongés sur le lit, j'ai fixé le plafond. À partir d'aujourd'hui, j'étais la femme de Julien, légalement. Mais en réalité, ce n'était qu'une relation contractuelle, pas de sentiment, juste un besoin mutuel. La nuit s'est installée, l'étage était d'un silence absolu. J'entendais faiblement les bruits de Julien se déplaçant au rez-de-chaussée. J'ai fermé les yeux. Demain, une nouvelle vie commencerait. La vie de la femme de Julien. Une relation scellée par un contrat. Je n'avais qu'à tenir 2 ans. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que ce contrat ne se terminerait pas en 2 ans. Une semaine s'est écoulée. La vie dans la maison de Julien était plus calme que je ne l'avais imaginé. Le matin, en me réveillant, le petit déjeuner était déjà sur la table et Julien travaillait dans son bureau au rez-de-chaussée. Je passais mes journées dans ma chambre à l'étage, à travailler sur des traductions. Nous ne nous voyions que 3 fois par jour, au repas et pour les réunions de travail. Étrangement, Julien ne sortait presque jamais de la maison. Toutes ses réunions se faisaient en ligne et tout ce dont il avait besoin était livré. Une vie complètement isolée. Au début, j'ai pensé que c'était à cause de son handicap. Se déplacer en fauteuil roulant était contraignant, alors il restait à la maison, mais quelque chose me semblait étrange. Un soir, alors que je travaillais dans ma chambre, j'ai eu soif et je suis descendue boire de l'eau. Il était environ 23h. En descendant les escaliers, j'ai entendu un bruit étrange provenant du bureau de Julien. Le son de quelque chose de lourd qu'on déplace. J'ai jeté un coup d'œil discret par l'entrebâillement de la porte. La lumière était éteinte, mais le clair de lune permettait de distinguer vaguement l'intérieur. Julien était assis à son bureau. Le fauteuil roulant était dans un coin de la pièce. C'est bizarre. Comment était-il arrivé jusqu'au bureau ? Au moment où je me penchais pour mieux voir, le plancher a craqué. Julien s'est retourné vivement dans ma direction. Je me suis précipitée vers la cuisine. Mon cœur battait à tout rompre. Alors que je faisais semblant de boire de l'eau, Julien est sorti en fauteuil roulant. Son visage était crispé, tendu. « Vous êtes encore debout ?» a-t-il demandé. « Je suis venu boire de l'eau. »
ai-je répondu, mais sa voix trahissait une certaine méfiance, comme s'il cachait un secret qu'il ne fallait pas découvrir. Je suis remontée en hâte, allongée dans mon lit. Cette scène ne quittait pas mes pensées. Julien, assis à son bureau, sans son fauteuil roulant. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. Mais peut être que je m'étais trompée. Il faisait sombre, je n'avais peut être pas bien vue. Je n'en étais pas sûre. Quelques jours plus tard, Danilo est arrivé en France. Les mots me manquent pour décrire ce que j'ai ressenti en retrouvant mon frère à l'aéroport. Je ne l'avais pas vu depuis un an. Danilo avait grandi, mais il était encore un enfant. Et il s'est blotti contre moi en pleurant à chaudes larmes. Dans la voiture qui nous ramenait de l'aéroport, il regardait le paysage par la fenêtre avec curiosité. En arrivant à la maison, Julien nous attendait à l'entrée. Danilo a été un peu surpris en voyant son fauteuil roulant, mais il s'est immédiatement incliné poliment. Julien avait préparé une autre chambre à l'étage pour Danilo, juste à côté de la mienne. Le lit, le bureau, l'armoire, tout était neuf. Danilo était si ému qu'il en avait les larmes aux yeux. Ce soir-là, nous avons dîné tous les trois. L'atmosphère était un peu gênante, mais pas désagréable. La simple présence de Danilo semblait éclaircir un peu l'ambiance de la maison. Julien aussi avait l'air plus détendu que d'habitude. Dès le lendemain, Danilo a commencé à fréquenter une école internationale voisine. Julien s'était occupé de toutes les démarches. Pendant la journée, quand Danilo était à l'école, j'aidais Julien dans son travail. Je traduisais les contrats avec les investisseurs russes et assurais l'interprétariat lors des visioconférences. Le travail était plus abondant et complexe que je ne le pensais. Au fil des réunions, j'ai commencé à comprendre peu à peu la situation de Julien. Il dirigeait une entreprise qui développait une application de gestion d'événements. Au cours d'une visioconférence, un certain Xavier est apparu. Un homme d'une quarantaine d'années, à l'air aimable au premier abord, mais au regard froid. Surtout le regard qu'il portait sur Julien. Ses paroles étaient polies, mais il y avait une hostilité sous-jacente. Comme s'il voulait montrer que l'entreprise tournait très bien sans lui, à la fin de la réunion, le visage de Julien était sombre et fermé. Il serrait les poings. « Ça va ?» lui ai-je demandé doucement. « Ça va » a-t-il répondu. « J'ai l'habitude. » Mais il n'avait pas l'air d'aller bien. Ses yeux étaient un mélange de colère et d'impuissance. Pour la première fois, j'ai eu pitié de lui. Ce soir-là, je suis de nouveau descendue boire de l'eau. C'était pas intentionnel, j'avais vraiment soif. Mais j'ai entendu un bruit étrange venant du rez-de-chaussée. On aurait dit un gémissement ou le bruit de quelque chose qu'on déplace. J'ai descendu les escaliers doucement. Le bruit venait du salon. Et là, j'ai vu une scène incroyable. Il se tenait debout, sans son fauteuil roulant. Il marchait lentement en s'appuyant sur le canapé. Il vacillait, mais il marchait. Un pas, deux pas, lent mais assuré. J'en ai eu le souffle coupé. Mon cœur battait la chamade. J'étais figée sur place. Julien a atteint le mur et a ramassé quelque chose. On aurait dit une orthèse, un appareil médical à fixer à la jambe. Il l'a enlevé, l'a posé dans un coin, puis a commencé à marcher à nouveau vers son fauteuil roulant. Je me suis cachée en vitesse. Dissimulée dans l'ombre de l'escalier, j'ai retenu mon souffle. J'ai entendu le bruit de Julien s'asseyant dans son fauteuil, puis, un peu plus tard, le bruit de son entrée dans le bureau. Je suis restée là, pétrifiée, pendant un moment. Mes jambes tremblaient. Ce n'était pas un rêve. C'était une vision bien trop nette. Julien peut marcher. Pas parfaitement, mais il peut marcher, sans aucun doute. Pourquoi le cache-t-il ? Pourquoi fait-il semblant d'être handicapé ? Je suis remontée et je me suis assise sur mon lit. Mes mains tremblaient. Que faire ? Faire comme si je n'avais rien vu ou le confronter ? Mais j'avais peur. Peur de ce qui pourrait arriver si je connaissais la vérité. J'ai hésité pendant plusieurs jours. Chaque fois que je voyais Julien, la scène de cette nuit-là me revenait en mémoire. Son image, assis dans son fauteuil roulant, feignant la difficulté, me semblait maintenant n'être qu'une comédie. Une semaine plus tard, j'ai pris ma décision. Je devais connaître la vérité. Je ne pouvais pas continuer à vivre en faisant semblant de ne rien savoir. Même si notre relation était contractuelle, il était anormal que la personne avec qui je vivais sous le même toit cache un si grand secret. Un soir, après le dîner, au moment où Julien s'apprêtait à entrer dans son bureau, je l'ai interpellé. « J'aimerais vous parler ». Il s'est retourné. Son visage trahissait une certaine méfiance. J'ai pris une grande inspiration. Et, rassemblant tout mon courage, j'ai dit « Vous pouvez marcher ». N'est-ce pas ? Instantanément, le visage de Julien est devenu livide. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres se sont serrées. Quelques secondes de silence. Un silence qui m'a paru une éternité. « Qu'as-tu vu ?» a-t-il demandé. « Je vous ai vu marcher il y a une semaine la nuit », ai-je répondu. Julien a poussé un long et profond soupir. Il a fait tourner les roues de son fauteuil et s'est dirigé vers son bureau.
Entrez. Je l'ai suivi dans le bureau. La porte s'est refermée et nous nous sommes assis face à face. Julien est resté silencieux un moment, puis il a commencé à parler lentement. « C'est vrai, je peux marcher. »« Pourquoi l'avoir caché ?» ai-je demandé. « Il y a une raison, a-t-il dit. Une raison complexe. » En regardant par la fenêtre, il a commencé à raconter. L'accident de voiture, 1 an plus tôt, n'était pas un accident. Son cofondateur, Xavier, avait saboté les freins pour s'approprier l'entreprise. Pendant les 6 mois qui ont suivi l'accident, il était vraiment incapable de marcher. La partie inférieure de son corps était complètement paralysée. Mais il y a 6 mois, il a commencé à récupérer petit à petit. Même les médecins parlaient d'un miracle. Alors pourquoi le cacher ? Ai-je demandé à nouveau. Pour piéger Xavier, a dit Julien, ses yeux brillants d'une lueur froide. Il pense que je serai handicapé toute ma vie. C'est pour ça qu'il a baissé sa garde. En ce moment, je rassemble des preuves. Les preuves du sabotage des freins, les preuves du détournement de fonds de l'entreprise. Une fois que j'aurai tout rassemblé, je le frapperai d'un seul coup. J'étais sous le choc, sans voix. Tout ça n'était qu'un plan de vengeance. Alors, notre mariage fait aussi partie de ce plan, ai-je demandé. Au début, oui, a-t-il admis honnêtement. Pour créer une image stable et pour les échanges avec les investisseurs russes, tu faisais partie de mon plan ? J'ai eu mal au cœur. Je n'étais donc qu'un outil. Il n'y avait aucun sentiment. Mais Julien a continué. C'était le cas au début, mais plus maintenant. En te voyant, toi et Danilo, j'ai un peu changé d'avis. J'ai l'impression que cette maison est plus chaleureuse qu'avant. Sa voix semblait sincère. Mais j'étais toujours confuse. Puis-je le croire? Est-ce aussi une comédie? Quelle raison aurais-je de garder votre secret? Ai-je demandé. Toi aussi, tu as besoin de cette maison, n'est-ce pas? Athée, il dit. Pour Danilo. Et je n'ai aucune intention de te faire du mal. Je te demande juste d'attendre que ma vengeance soit terminée. Jusqu'à quand? Ai-je demandé. Ça devrait être terminé dans 2 ou 3 mois, a-t-il dit. J'ai presque toutes les preuves. J'ai réfléchi un moment. Devais-je garder ce secret? Mais je n'avais pas le choix. En pensant à Danilo, je ne pouvais pas partir d'ici. D'accord, ai-je répondu, je garderai le secret. Mais à une condition, ne me mentez plus. À partir de maintenant, soyez honnête avec moi. Julien a hoché la tête, promis. Cette nuit-là, je me suis endormie avec des sentiments mitigés. Julien n'était pas handicapé, c'était un homme qui planifiait une vengeance et j'étais devenue sa complice. Mais étrangement, je n'avais pas peur. Au contraire, j'avais l'impression de comprendre un peu mieux Julien. Comme moi, il se battait pour survivre. Les méthodes étaient différentes, mais le but était le même. Survivre. Dehors, la lune brillait. Une nouvelle phase commençait. Je n'étais plus simplement une épouse sous contrat. J'étais devenue la seule personne à connaître le secret de Julien. Depuis que je connaissais la vérité, tout me paraissait différent. Les mouvements de Julien en fauteuil roulant ne me semblaient plus être qu'une comédie, mais son jeu d'acteur était parfait. Le geste maladroit au moment des repas, l'expression de difficulté en essayant d'attraper un objet, tout était d'un naturel déconcertant. Quelques jours plus tard, Julien m'a appelé dans son bureau. Une pile de documents s'entassait sur son bureau et l'écran de l'ordinateur affichait des chiffres complexes. Il m'a montré un email en russe. Il provenait de l'un des investisseurs et son contenu révélait qu'il était en contact avec Xavier en coulisses. Le visage de Julien s'est durci. Comme je le pensais, Xavier essaie de rallier les investisseurs dans mon dos. Il a l'intention de m'évincer complètement de l'entreprise. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Ai-je demandé. Pendant la réunion avec les investisseurs, en plus d'interpréter, je voudrais que tu observes attentivement leurs réactions. Mas Corti. À partir de ce jour, je suis devenue la véritable collaboratrice de Julien. Je ne me contentais plus de traduire, j'observais les moindres réactions des gens. Les réactions des investisseurs quand Xavier parlait, leur regard quand il s'adressait à Julien, je notais tout. Danilo s'adaptait bien à sa nouvelle vie scolaire. Au début, il a eu du mal avec la barrière de la langue, mais il a toujours appris vite. Julien l'aidait parfois avec ses devoirs. Un soir, Danilo a montré à Julien un dessin qu'il avait fait. C'était un dessin de nous 3 ensemble. Danilo nous considérait comme une famille. Le soir, j'ai commencé à aider Julien dans sa rééducation. Maintenant que je connaissais le secret, je sentais que je devais l'aider à se rétablir le plus vite possible. Quand je lui ai dit que j'avais suivi des cours d'infirmière en option à Kiev, Julien était surpris. Chaque soir, pendant 1 heure, je massais les muscles de ses jambes. Les muscles de Julien étaient plus durs et plus fermes que je ne le pensais. Malgré près d'1 an, en fauteuil roulant, on sentait qu'il avait continué à s'entraîner seul et assidûment. Cet homme n'avait pas abandonné.
En pensant à cela, un sentiment de respect pour lui a commencé à naître en moi. Un jour, pendant que je le massais, Julien a demandé timidement « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» « Je ne sais pas très bien », ai-je répondu, « je veux juste t'aider. » C'était la vérité. Au début, c'était pour Danilo, mais maintenant, je m'inquiétais pour Julien lui-même. J'espérais que sa vengeance réussirait et qu'il pourrait se relever fièrement. Merci. Sa voix était pleine d'une sincère gratitude. Le lendemain, une visioconférence avec les investisseurs a eu lieu. 5 investisseurs russes, Xavier, Julien et moi. 8 personnes au total. En traduisant, j'observais les réactions de chacun. Xavier a présenté les résultats de l'entreprise. À première vue, les chiffres semblaient bons, mais Julien secouait la tête. Après la réunion, il m'a expliqué. Ces chiffres étaient manipulés. Il avait un complice au service de la comptabilité qui lui avait fourni les vrais livres de compte. Il a ouvert son ordinateur et m'a montré les vrais états financiers. C'était complètement différent de ce que Xavier avait présenté. L'entreprise subissait des pertes colossales et était au bord de la faillite. Quelques jours plus tard, Julien m'a fait une demande dangereuse. Mardi prochain, Xavier sera absent. Je voudrais que tu ailles au bureau ce jour-là et que tu vérifies le contenu de son ordinateur. Si tu dis que tu viens en tant qu'épouse apporter son déjeuner, ce sera naturel. J'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. Mardi matin, j'ai préparé un déjeuner avec soin. Mon cœur battait la chamade. Dans le panier repas, il y avait, en plus du déjeuner, une clé USB. L'entreprise se trouvait au 3e étage d'un immeuble de bureaux près de la Défense. C'était un bureau plus petit que je ne l'imaginais. Les employés m'ont accueilli chaleureusement. Tous parlaient en bien de Julien. Une employée s'est approchée discrètement. Elle s'est présentée comme étant Sylvie Martin du service de la comptabilité. Elle m'a indiqué le bureau de Xavier. Il était absent pour le moment et ne serait pas de retour avant 15 heures. Pendant que Sylvie attirait l'attention des autres employés, je me suis dirigée vers son bureau. L'ordinateur était allumé mais verrouillé. J'ai entré le mot de passe que Julien m'avait donné et le bureau est apparu. J'ai ouvert l'explorateur de fichiers et j'ai cherché le dossier indiqué. Il y avait une grande quantité de fichiers comptables. J'ai inséré la clé USB et j'ai commencé la copie. La barre de progression avançait lentement. À ce moment-là, j'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Sylvie a crié « Ce n'est pas le patron, c'est un livreur ». J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai réinséré la clé USB et j'ai continué la copie pour 100% terminer. J'ai retiré la clé, l'ai rangée dans mon sac, j'ai reverrouillé l'ordinateur comme il était et j'ai quitté le bureau. Dehors, mes jambes ont flanché. Je me suis appuyée contre le mur du bâtiment et j'ai respiré profondément. Mes mains tremblaient. J'étais trempée de sueur à cause de la tension, mais je l'avais fait. De retour à la maison, j'ai donné la clé USB à Julien. Il l'a immédiatement insérée dans son ordinateur et a vérifié son contenu. À chaque fichier qu'il ouvrait, son visage s'illuminait. « C'est parfait », a-t-il dit. C'est la preuve décisive. Les registres des virements de l'argent de l'entreprise sur le compte personnel de Xavier. Un total de 2 millions d'euros sur 3 ans. Avec ça, on peut porter plainte au pénal. Est-ce qu'on voit enfin le bout du tunnel, ai-je demandé. On y est presque, a dit Julien, avec un sourire sincère et éclatant pour la première fois. En voyant son visage, je me suis sentie heureuse moi aussi. Cet homme allait enfin retrouver la lumière. Le dîner de ce soir-là s'est déroulé dans une atmosphère joyeuse. Pour la première fois depuis longtemps, Danilo était avec nous. La conversation était animée, les rires fusaient. C'était comme une vraie famille. Après le repas, Danilo est monté dans sa chambre, nous laissant seuls, Julien et moi, dans le salon. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé, en buvant du thé. Un silence s'est installé. Puis Julien a pris la parole avec précaution. Quand tout ça sera terminé, notre contrat devra aussi prendre fin. Mon cœur s'est serré. Le contrat, c'est vrai. Nous avions un contrat de 2 ans. Mais à peine 6 mois s'étaient écoulés. Et la fin arrivait déjà. J'ai ressenti de la tristesse. « Oui, c'est vrai », ai-je répondu. « C'est ce qui était convenu. » Mais ma voix a tremblé. Julien a dû remarquer mon changement. « Que veux-tu » a-t-il demandé. « Qu'as-tu l'intention de faire une fois le contrat terminé ?»« Je ne sais pas », ai-je répondu. Je n'y ai pas encore pensé. C'était un mensonge. En réalité, j'y avais pensé de nombreuses fois. Je ne voulais pas quitter cette maison. D'une certaine manière, je m'étais habituée à cet endroit. Cette vie était devenue la mienne. Et surtout, l'idée de ne plus voir Julien me rendait triste. Julien dit « Je ne veux pas que tu partes ». Mon cœur a fait un bond.
Il me regardait droit dans les yeux. Au début, ce n'était qu'un contrat, mais maintenant c'est différent. C'est grâce à toi et à Danilo que cette maison est vraiment devenue un foyer. C'est pareil pour moi, ai-je répondu, la voix tremblante. Au début, c'était pour Danilo. Mais maintenant, c'est pour vous que je m'inquiète. Julien a pris doucement ma main. Sa chaleur s'est transmise à moi. Et si on signait un nouveau contrat? J'ai écarquillé les yeux. Vraiment, il a hoché la tête. Un contrat qui inclut les sentiments. Des larmes ont coulé sur mes joues. Des larmes de joie. Comment une relation qui avait commencé si froidement pouvait-elle devenir si chaleureuse? Je le veux aussi, ai-je répondu. Nous nous sommes regardés et nous avons souri. Cela avait commencé par un contrat, mais maintenant de vrais sentiments étaient nés. La lumière de la lune entrait par la fenêtre. C'était une nuit calme. Mais mon cœur, lui, n'était pas calme. Il était rempli d'émotion et d'espoir. Le lundi de la semaine suivante, Julien a convoqué Xavier à la maison. Il avait quelque chose d'important à lui dire. Xavier est arrivé avec une attitude arrogante, le même regard méprisant pour Julien. J'ai décidé d'observer la scène depuis l'étage. Du haut de l'escalier, je pouvais voir le salon du rez-de-chaussée. Xavier s'est affalé sur le canapé et a dit « Je suis occupé, qu'est-ce que tu veux ?» Julien a posé une enveloppe contenant des documents sur la table. Xavier a ouvert l'enveloppe et a sorti les documents. Dès la première page, son visage s'est crispé. À mesure qu'il tournait les pages, son visage devenait de plus en plus pâle. Julien a dit calmement « Le montant détourné en 3 ans s'élève à 2 millions d'euros. Tu as viré les fonds d'investissement sur ton compte personnel. Tu as aussi falsifié les résultats de l'entreprise. » Les mains de Xavier se sont mises à trembler. « C'est un malentendu. Je peux l'expliquer. » Mais Julien a rétorqué qu'il avait aussi tous les relevés bancaires. « On est amis, non ?» a dit Xavier. « On se connaît depuis l'université. » Mais Julien a répondu froidement. « Quand tu as saboté mes freins, on était aussi des amis. » Le visage de Xavier est devenu encore plus blanc, ses lèvres tremblaient. C'était un accident. Mais Julien a annoncé qu'il avait aussi les images des caméras de surveillance du garage. « Qu'est-ce que tu veux ?» a demandé Xavier. La voix de Julien est devenue encore plus froide. « Je veux que tu me rendes la totalité des droits de gestion de l'entreprise. Que tu rembourses intégralement l'argent que tu as détourné et que tu me verses 1 million d'euros de dommages et intérêts. » « Tu es fou !» a crié Xavier. « Comment veux-tu que je trouve une telle somme ? C'est à toi de trouver un moyen, a dit Julien. Sinon je porte plainte. Détournement de fonds, tentative de meurtre. Tu risques au moins 10 ans de prison. » Xavier s'est levé brusquement du canapé, le visage déformé par la colère. « C'est du chantage ?» Julien a répondu « Ce n'est pas du chantage, je te donne le choix. Régler ça à l'amiable ou se retrouver au tribunal. » Xavier est resté debout un moment, les poings serrés, prêt à frapper Julien. J'ai eu peur, je devais descendre pour l'arrêter. Mais Xavier a finalement relâché ses poings. Un enregistreur vocal était posé sur la table, devant Julien. S'il usait de la violence ici, ce serait une preuve supplémentaire. « Donne-moi du temps », a-t-il dit. « Laisse-moi réfléchir. 1 semaine, a répondu Julien. Je veux ta réponse dans 1 semaine, sinon je dépose plainte immédiatement. » Xavier est parti sans un mot. La porte a claqué bruyamment, le son résonnant dans toute la maison. Je suis descendue en hâte. Julien était toujours assis dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre. Son expression était complexe. Plus qu'une joie de la victoire, on y lisait de l'amertume. « Ça va ?» ai-je demandé. « Oui, ça va. » C'est la réaction que j'attendais. « Vous n'avez pas peur ?» ai-je demandé. « Il pourrait tenter quelque chose de dangereux. J'ai pris mes précautions. J'ai confié une copie de toutes les preuves à mon avocat. S'il m'arrive quelque chose, les informations seront automatiquement transmises à la police. » Julien était prévoyant. Il avait envisagé toutes les possibilités. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Et si Xavier revenait pour se venger, Danilo pourrait aussi être en danger. Vers 2 heures du matin, un bruit m'a réveillée. Un bruit de choc au rez-de-chaussée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Xavier. Je suis descendue les escaliers doucement. Le couloir menant au salon était plongé dans l'obscurité. J'ai serré mon téléphone, prête à composer le numéro d'urgence à tout moment. En arrivant dans le salon, j'ai vu une scène surprenante. Julien était debout, sans fauteuil roulant, sans orthèse. Il marchait du canapé à la fenêtre, il vacillait, mais il marchait. J'ai retenu mon souffle. Sa démarche était bien plus naturelle que la dernière fois que je l'avais vu. Il avait beaucoup récupéré. Julien a remarqué ma présence. Il m'a regardé. Surpris. J'ai entendu du bruit, j'ai cru que c'était Xavier. Non, a-t-il dit. Je m'entraînais, c'est tout. Vous avez fait beaucoup de progrès, bien plus que la dernière fois.
Il a répondu « C'est grâce à toi, grâce à tes massages quotidiens, mes muscles sont revenus. » Julien s'est approché lentement de moi. Il a parcouru la dizaine de pas qui nous séparaient sans vaciller. Arrivé devant moi, il a souri. Je pense que ça va presque. D'ici la semaine prochaine, je devrais pouvoir remarcher complètement normalement. Je suis vraiment heureuse, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux. Julien m'a regardé à son tour. Le clair de lune qui entrait par la fenêtre nous éclairait tous les deux. C'était un moment étrangement romantique. Merci. Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. C'est moi qui vous remercie, ai-je répondu, de nous avoir sauvés, Danilo et moi. On s'est aidés mutuellement. Julien a pris ma main, une main chaude. Elle n'était plus froide. Tout sera bientôt terminé. Xavier, l'entreprise, tout sera réglé. Alors, nous pourrons prendre un vrai nouveau départ ? J'ai demandé. Un nouveau départ ? Il a hoché la tête. Pour nous deux, mon cœur s'est emballé, mon visage est devenu chaud. Je savais, en le regardant dans les yeux, qu'il ressentait la même chose. Mais à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Danilo m'appeler de l'étage. Il avait dû se réveiller. J'ai lâché sa main en hâte et je me suis dirigée vers les escaliers. Après avoir recouché Danilo, je suis retournée dans ma chambre. Allongée sur mon lit, je repensais à ce qui venait de se passer. La main chaude de Julien, son regard sérieux, ses mots sur un nouveau départ, tout semblait irréel. Mais ce n'était pas encore terminé. Il restait l'inconnu Xavier. Je ne pensais pas qu'il allait se rendre si facilement. Il devait préparer quelque chose. J'étais inquiète, mais en même temps, je faisais confiance à Julien. C'était un homme qui avait tout préparé. Un homme qui, pendant 1 an de souffrance, n'avait pas abandonné et avait mûri son plan. Il allait sûrement surmonter ça. Dehors, la lune brillait. Tout allait bientôt se décider. Quelques jours ont passé. Des jours calmes. Trop calme, ce qui les rendait angoissants. Aucune nouvelle de Xavier, alors que le délai d'1 semaine touchait à sa fin. Jeudi soir, le téléphone de Julien a sonné. C'était Xavier. Julien a mis le haut-parleur pour que je puisse entendre. « Je veux qu'on se parle », a-t-il dit. « Viens à l'entreprise demain à 10h. Je veux régler ça devant les employés. Je présenterai mes excuses et je me retirerai. » Julien avait l'air dubitatif. C'était trop simple. « D'accord, hâté », il répondit. « On se voit demain. » L'appel s'est terminé, j'étais inquiète. N'est-ce pas un peu trop facile ? Ne prépare-t-il pas un piège ? Julien était du même avis. Mais il pensait que, puisque la rencontre avait lieu à l'entreprise, il n'y avait pas de danger, il y aurait beaucoup d'employés. « J'irai avec vous », ai-je proposé. « C'est peu, être dangereux, hâté, il dit, mais j'ai insisté, ça ira, je ne vous laisserai pas y aller seul. » Julien a pris ma main, « Merci, allons-y ensemble. » Mais l'émotion tape-four, mi compte masselete. Cette nuit-là, je me suis endormie avec un sentiment d'anxiété. Demain, tout allait se décider, pour le meilleur ou pour le pire. Vendredi matin, nous nous sommes dirigés vers l'entreprise. Julien était en fauteuil roulant et je marchais à ses côtés pour le soutenir. Nous sommes arrivés en taxi. Dans la salle de réunion, Xavier et les employés étaient déjà rassemblés. L'atmosphère était étrange. Les visages des employés étaient tendus et Xavier affichait un sourire plein d'assurance. Quelque chose n'allait pas. Quand Julien est entré dans la salle de réunion, Xavier s'est levé. « Te voilà, assieds-toi ». Son ton était étrangement familier. J'ai senti la tension monter chez Julien. Xavier a posé quelques documents sur la table. J'ai bien regardé les preuves que tu m'as données. C'est vrai, j'ai eu tort. J'ai détourné de l'argent et j'ai utilisé les fonds de l'entreprise. Un murmure a parcouru les rangs des employés. Tous étaient surpris par cette confession soudaine de Xavier. « C'est pourquoi j'ai décidé, a-t-il continué, de me retirer. Je te rends les droits de gestion de l'entreprise et je rembourserai intégralement l'argent que j'ai détourné. » C'était trop facile, beaucoup trop simple. Quelque chose n'allait pas. Julien aussi avait l'air méfiant. Xavier a poursuivi. Il y a une condition, que tu assistes en personne à l'Assemblée générale des actionnaires, que tu y déclares toi-même ton intention de reprendre la direction lundi prochain. Puis il a ajouté, d'un ton moqueur, et bien sûr que tu entres dans la salle sur tes 2 jambes. Aucun actionnaire ne voudra confier l'entreprise à quelqu'un en fauteuil roulant. À cet instant, j'ai tout compris. Xavier savait, il savait que Julien ne pouvait pas encore marcher correctement. C'est pour ça qu'il posait cette condition. C'était sa façon de dire que si Julien refusait, il se battrait jusqu'au bout. Les employés murmuraient entre eux. La salle de réunion était en émoi.
Le visage de Julien s'est crispé. Il a serré les poings. Je lui ai pris la main. « Ça va aller », lui ai-je murmuré. « Vous pouvez le faire. » Julien m'a regardé. Son regard était hésitant, mais il s'est rapidement transformé en détermination. D'accord. Lundi prochain, j'assisterai à l'Assemblée générale des actionnaires et j'y entrerai sur mes deux jambes. Xavier a ricané. J'ai hâte de voir ça. Si tu y arrives vraiment, je te rendrai tout. Mais si tu échoues, on oublie l'histoire de la plainte. En sortant de la salle de réunion, le visage de Julien était blême. Dans le taxi du retour, il n'a pas dit un mot. Je ne savais pas quoi lui dire non plus. En arrivant à la maison, Julien s'est enfermé dans son bureau. « Laisse-moi seul », j'ai attendu dans le salon qu'il sorte. Environ 1 heure plus tard, la porte du bureau s'est ouverte et Julien est sorti. Il était en fauteuil roulant, mais son expression avait changé. Elle était empreinte de détermination. Il s'est approché de moi et a dit « Je pense que je peux le faire. Si je m'entraîne jusqu'à la semaine prochaine, j'y arriverai ». À partir de ce jour, l'entraînement intensif de Julien a commencé. Chaque soir, il s'entraînait à marcher dans le salon. Au début, il s'appuyait sur le canapé lentement. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il progressait peu à peu. Le 4e jour, il pouvait marcher sans s'appuyer sur le canapé. Le 5e jour, il a fait le tour du salon. Chaque soir, je le soutenais. Quand il était sur le point de tomber, je le retenais. Pendant les pauses, je lui donnais de l'eau et je lui massais les jambes. Danilo aussi l'encourageait. « Courage, grand frère !» Julien caressait la tête de Danilo en souriant. « Merci. » Samedi soir, Julien a marché de l'entrée jusqu'au salon. Sans aide, sans rien. Il vacillait, mais il l'a fait tout seul. J'en ai eu les larmes aux yeux. « Tu l'as fait !» ai-je crié. Danilo aussi applaudissait. Julien m'a serré dans ses bras. « C'est grâce à toi !» a-t-il murmuré. Dimanche, dernier entraînement. Cette fois, il s'est attaqué à l'escalier. Lentement, prudemment, une marche après l'autre, il est monté jusqu'à l'étage. La descente a été encore plus prudente. Mais il l'a fait. Julien a souri radieusement. Demain, je crois que c'est possible. Lundi matin est arrivé, le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Julien a enfilé un costume. Devant le miroir, en nouant sa cravate, son visage était des plus sérieux. Moi aussi, je me suis habillée correctement. J'avais promis de l'accompagner. Danilo nous a souhaité bonne chance. Courage, grand frère. Nous sommes arrivés à l'entreprise. L'Assemblée générale se tenait dans le grand hall du rez-de-chaussée. La salle était comble d'actionnaires et d'employés. Xavier était aussi sur l'estrade. En nous voyant, il a souri d'un air narquois. Julien était encore en fauteuil roulant. Nous nous sommes arrêtés à l'entrée du hall. Julien a pris une grande inspiration. Il m'a regardé. Son regard était hésitant. Il m'a tendu la main. Je l'ai serré fort. « Vous pouvez le faire », lui ai-je murmuré. « Vous en êtes capable », Julien a hoché la tête. Et lentement, il s'est levé de son fauteuil roulant. Le hall est devenu silencieux en un instant. Tout le monde retenait son souffle. Julien a fait un premier pas. Il a vacillé, mais n'est pas tombé. 2e pas, 3e pas. Lentement, prudemment. Le silence dans le hall était si profond qu'on n'entendait pas une mouche voler. Tout le monde le regardait avec une expression d'incrédulité. Le visage de Xavier pâlissait à vue d'œil. De l'entrée à l'estrade, il y avait environ 20 mètres. Julien avançait, un pas après l'autre, lentement. Arrivé à mi-chemin, ses jambes ont flanché. J'ai retenu mon souffle. Mais Julien a retrouvé son équilibre et il a recommencé à marcher. Il a continué. Il ne s'est pas arrêté. Finalement, il est arrivé à l'estrade. Il s'est tenu devant Xavier. Julien l'a regardé droit dans les yeux, un regard froid. Comme promis, je suis venu en marchant. Maintenant, c'est à ton tour. Xavier ne pouvait rien dire. Ses lèvres tremblaient. C'était un événement inattendu. Julien a pris le micro. « Mesdames et messieurs les actionnaires, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans cette entreprise pendant mon absence cette dernière année. » Et il a sorti des documents. Les preuves du détournement de fonds de Xavier. Une par une, elles ont été projetées sur l'écran. 2 millions d'euros détournés en 3 ans, falsification des résultats, escroquerie des investisseurs et tentative de meurtre par sabotage des freins. Toutes les preuves étaient accablantes. Les actionnaires ont commencé à s'agiter, des invectives ont fusé, Xavier était figé, incapable de prononcer un mot pour sa défense. C'est à ce moment-là que des policiers sont entrés. Julien les avait prévenus à l'avance. Les menottes ont été passées au poignet de Xavier. Tout en étant emmené, Xavier fusillait Julien du regard, tout était terminé. L'Assemblée générale a approuvé à l'unanimité le retour de Julien à la direction. Tout était rentré dans l'ordre. À la fin de la réunion, des applaudissements ont éclaté parmi les employés. Des acclamations se sont élevées. « Bienvenue, Monsieur le Président ». Julien a incliné la tête. « Merci ». Mais ses jambes tremblaient.
C'était la première fois depuis 1 an qu'il restait debout aussi longtemps. Je me suis précipitée pour le soutenir. Nous sommes rentrés en taxi. Dans la voiture, Julien m'a serré la main fort. « Merci, sans toi, ça aurait été impossible. »« C'est moi qui vous remercie, » ai-je répondu, « de nous avoir sauvés, Danilo et moi. Nous nous sommes regardés et nous avons souri. » En arrivant à la maison, Danilo nous attendait à l'entrée. Ça a marché. Julien a hoché la tête. Danilo a sauté de joie. « C'est génial, grand frère. » Julien a pris Danilo dans ses bras. C'était lourd et difficile, mais il l'a serré contre lui jusqu'au bout. Nous nous sommes assis tous les 3 dans le salon et nous avons discuté. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire maintenant. « Je vais retourner à l'entreprise, » a-t-il dit. « La remettre sur pied, lentement. Reconstruire ce que Xavier a détruit. Ça prendra du temps, mais c'est possible. Je vous aiderai, ai-je dit, pour rétablir les relations avec les investisseurs russes. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, nous sommes allés dîner au restaurant, un restaurant de grillade, où Danilo voulait aller. En faisant griller la viande, Danilo parlait joyeusement de ses amis à l'école, de ses professeurs. Une conversation banale, mais c'était un tel bonheur. C'est ça, une famille. Voilà ce que je me suis dit. Après le repas, nous sommes rentrés. Après avoir couché Danilo, nous nous sommes retrouvés seuls, Julien et moi, dans le salon, assis côte à côte sur le canapé, buvant du thé. Un silence s'est installé, un silence agréable. Julien a pris la parole avec précaution. C'est vraiment terminé. Xavier, l'entreprise, tout est réglé. Maintenant, il faut qu'on parle de nous, de notre contrat. Mon cœur s'est serré. Le contrat. Ce mot me semblait maintenant si lointain. Entre nous, un contrat n'avait plus de sens. Mais Julien a continué. Je voudrais qu'on signe un nouveau contrat. J'ai demandé un vrai contrat. Il a dit un contrat pour la vie. Et il a sorti une petite boîte de sa poche. En l'ouvrant, j'ai vu une bague. Une magnifique bague en diamant. Julien s'est agenouillé, sans fauteuil roulant, de ses propres forces. « Lina, veux-tu m'épouser? Un vrai mariage. Je te jure mon amour. » Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de bonheur. Oui, avec joie. Julien m'a passé la bague au doigt. Elle était parfaitement à ma taille. Nous nous sommes étreints. Longtemps, très longtemps. Cette nuit-là, dehors, la lune brillait. La relation qui avait commencé par un contrat s'était transformée en un amour véritable. Plus besoin de contrat ni de conditions. Seuls 2 êtres qui s'aiment, c'était suffisant. Et avec Danilo, nous étions devenus une vraie famille. Les saisons ont passé et le printemps est arrivé. Les fleurs commençaient à éclore dans le jardin de la maison. Julien se rendait normalement au travail. Au début, il s'aidait d'une canne, mais maintenant, il n'en avait plus besoin. Il était complètement rétabli. L'entreprise aussi s'était redressée. Une partie de l'argent détourné par Xavier avait été récupérée et de nouveaux investisseurs s'étaient manifestés. Le moral des employés était au beau fixe et le chiffre d'affaires repartait à la hausse. J'ai commencé à travailler au département international de l'entreprise, gérant les relations avec les investisseurs russes. Danilo s'était fait beaucoup d'amis à l'école et parlait maintenant couramment le français. Il avait d'excellents résultats. Le week-end, il sortait avec ses amis. La vie d'un adolescent normal, c'était ce que je désirais le plus pour lui. Les cicatrices de la guerre s'estompaient peu à peu. Un samedi matin de printemps, Julien a proposé d'aller quelque part. J'ai une surprise. Nous sommes partis en voiture avec Danilo. Où est-ce qu'on va ? Ai-je demandé, mais il a refusé de me le dire. C'est un secret. La voiture a quitté la ville pour se diriger vers la campagne. Après environ 1 heure de route, nous sommes arrivés dans un village tranquille. En descendant de la voiture, nous nous sommes retrouvés devant une charmante maison à 2 étages. Le jardin était recouvert d'une pelouse avec un petit parterre de fleurs. Julien a sorti une clé. C'est notre maison. J'étais stupéfaite. « Quand est-ce que tu as fait ça ?» ai-je demandé. « Je préparais ça en secret depuis 2 mois, » a-t-il dit. Nous sommes entrés. L'intérieur était propre et chaleureux. Le salon, la cuisine, les chambres, tout était parfait. À l'étage, il y avait aussi une chambre pour Danilo. Il était fou de joie et courait partout dans la maison. Julien m'a pris la main et m'a emmené dans le jardin. Nous nous sommes assis sur un banc et avons admiré le paysage. Et si on vivait ici ? Un endroit calme. On pourrait y passer les week-ends et rester en ville la semaine. C'est une excellente idée, ai-je répondu. C'est vraiment magnifique. Danilo sera ravi. Norse i bakse de zepper c'est à short titre. Était Julien a souri. Un sourire heureux. Plus de visages froids. Cet après-midi-là, nous avons fait un barbecue dans le jardin.
Julien cuisait la viande, je préparais la salade et Danilo mettait la table. Le week-end d'une famille tout à fait normale. Un moment de bonheur. En mangeant, Danilo a demandé « On est une vraie famille, hein ?» « Bien sûr, ai-je répondu, nous sommes une vraie famille. » Le visage de Danilo s'est illuminé. « Je suis content. Je suis super heureux. » Julien a caressé la tête de Danilo. « Moi aussi, je suis heureux. Vraiment. » Le soir, nous sommes retournés à la maison en ville. Après avoir couché Danilo, Julien et moi étions assis dans le salon. « J'ai vraiment passé une bonne journée, lui ai-je dit. Merci. D'avoir préparé une si belle maison. Je pensais que ça te plairait. Tu avais sûrement besoin de te reposer dans un endroit calme. Tu dois souvent penser à l'Ukraine. » A-t-il demandé doucement. « Parfois, ai-je répondu, à mes parents, à ma ville natale. Mais maintenant, ma maison est ici. Là où vous êtes, toi et Danilo. » Julien a serré ma main fort. « Un jour, nous irons ensemble, à Kiev, quand la guerre sera finie. Je veux me recueillir sur la tombe de tes parents et voir l'endroit où tu as grandi. » Des larmes ont coulé. Merci. De comprendre et d'accepter mon passé. Oui, nous irons tous les trois, c'est promis. Un mois plus tard, nous nous sommes vraiment mariés. C'était une petite cérémonie. Nous n'avions invité que nos proches, des collègues de l'entreprise, les amis de Danilo et les personnes de l'association d'aide aux réfugiés qui m'avaient aidé. Nous étions peu nombreux, mais tous nous félicitaient sincèrement. Je me suis regardée dans le miroir, vêtue de ma robe de mariée. J'étais méconnaissable par rapport à un an plus tôt. Mon visage avait repris des couleurs, mes yeux brillaient. J'avais l'air heureuse, j'étais vraiment heureuse. En remontant l'allée, j'ai regardé Julien. Il m'attendait devant l'hôtel, plus de fauteuil roulant. Danilo marchait devant nous, en jetant des pétales de fleurs. J'ai avancé lentement. Arrivé à côté de Julien, il a murmuré « Tu es magnifique, la plus belle ». J'ai murmuré en retour « C'est toi le plus beau ». Le prêtre a demandé « Promettez-vous de vous aimer et de vous chérir toute votre vie ?» Nous avons répondu « Oui, nous le promettons ». Nous avons échangé les alliances. Cette fois, c'était pour de vrai. Pas un contrat, mais un serment d'amour. Nous nous sommes embrassés. Les applaudissements ont éclaté. Danilo applaudissait plus fort que tout le monde. Main dans la main, nous avons redescendu l'allée. Après la réception, nous sommes rentrés. Danilo, épuisé, s'est endormi tout de suite. Julien et moi étions assis dans le salon, regardant par la fenêtre. La lune brillait. La même lune qu'un an plus tôt, mais tout avait changé. Il y a un an, je n'avais que du désespoir, ai-je dit. Je n'avais aucun moyen de survivre ni de sauver Danilo. Mais maintenant, j'ai tout. Une famille, une maison, de l'amour. Julien a pris ma main. C'est pareil pour moi. Il y a un an, je ne pensais qu'à la vengeance. Le monde me semblait froid et je ne faisais confiance à personne. Mais en te rencontrant, j'ai changé. J'ai réappris à faire confiance. J'ai appris à aimer. Nous nous sommes regardés et nous avons souri. Notre relation avait commencé par un contrat, mais elle était maintenant devenue un amour plus vrai que tout. Le vent du printemps entrait par la fenêtre. L'odeur des fleurs s'est répandue dans la maison. La saison d'un nouveau départ, pour nous aussi, un nouveau départ. Ne plus être enchaîné au passé. Regarder uniquement vers l'avant. Julien a demandé « Es-tu heureuse ?» « Oui, ai-je répondu, vraiment heureuse. Et toi ?» Il a souri. « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est grâce à toi. » « Non, ai-je dit, c'est grâce à nous. Un bonheur que nous avons construit tous les trois, ensemble. » Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai jeté un coup d'œil discret dans la chambre de Danilo. Mon frère dormait paisiblement. Un sourire flottait sur ses lèvres. Il ne semblait plus faire de cauchemar. Un sommeil sûr et tranquille. C'était ce que je désirais le plus. Allongé dans le lit, j'ai regardé Julien. Il me regardait aussi. Sans échanger un mot, nous comprenions les sentiments de l'autre. La gratitude, l'affection et la promesse de partager une vie ensemble. Tout passait par nos regards. Je me suis souvenue de l'instant où j'avais signé le contrat un an plus tôt dans ce café de Saint-Germain, le moment où j'avais écrit mon nom d'une main tremblante, une décision prise dans le désespoir et la peur. Mais c'est cette décision qui m'avait menée jusqu'ici, qui m'avait menée au bonheur. Parfois, ce qui commence dans le désespoir peut avoir la plus belle des fins. Cela a commencé par un contrat, mais s'est terminé par un amour véritable. J'étais une étrangère, mais maintenant je faisais partie d'une famille. J'étais seule, mais je ne le suis plus. Julien a serré ma main fort. « Je t'aime » a-t-il murmuré. « Je t'aime aussi » ai-je murmuré en retour. Nous nous sommes endormis en nous enlaçant. Un sommeil calme et heureux. Demain, après-demain et pour toujours, des jours heureux nous attendaient. Notre amour né de la fin d'un contrat.
Il était plus fort que n'importe quel contrat, plus vrai que n'importe quelle promesse. Nous nous sommes sauvés mutuellement, nous nous sommes fait vivre et nous avons appris à nous aimer. C'était suffisant. C'était le bonheur parfait. L'histoire que je vous ai racontée s'arrête ici. Merci de m'avoir écouté. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Chacun de vos clics est une grande source de motivation pour la création de ces vidéos. Nous recherchons des histoires vraies. Un petit chèque cadeau sera offert aux personnes dont l'histoire sera sélectionnée, alors n'hésitez pas à participer. C'était Fleurs étoilées, nos histoires belles comme des fleurs et brillantes comme des étoiles. À bientôt pour une nouvelle histoire merveilleuse.